Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, on vous parle d'une plante qui est originaire d'Asie du Sud, pardon. Le curcuma, qui est depuis longtemps utilisé comme un additif alimentaire en thérapie comme en prévention. Alors, les recherches montrent que cette épice est un allié pour traiter les troubles digestifs et pour soulager les maladies inflammatoires comme l'arthrite ou l'arthrose. Et de nombreuses études ont démontré ses qualités nutritives et ses bienfaits qui sont maintenant reconnus en Europe. Alors, il est source de curcumine, ça on le sait. Il est source également de vitamines comme la vitamine E, la vitamine B3 ou la B6 encore. Source également de fer, de minéraux comme le manganèse, le potassium, le magnésium, le phosphore, le zinc. Et autre chose qui est un peu moins connue, c'est que le curcuma est très alcalinisant, donc il va donc participer à l'équilibre acido-basique. Et enfin, il est source de fibres. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de sa composition? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc merci pour ce sujet très intéressant. Donc le curcuma, comme on le connaît, c'est un condiment qu'on utilise en cuisine, etc. Donc ici aujourd'hui, on va essayer de parler du curcuma qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, puisqu'on a Mhm. une grosse différence entre les deux, surtout en termes de concentration au niveau des principes actifs qui contient, comme vous pouvez le comprendre, puisque aussi, quand on fabrique des compléments alimentaires, pas uniquement de curcuma, on essaye enfin, on fait des analyses pour titrer les différents principes actifs qui nous intéressent le plus et qui sont donc démontrés dans la littérature scientifique comme ayant des effets. Donc, et donc c'est ça en fait l'intérêt et en tout cas l'une des différences fondamentales entre prendre un complément alimentaire, non pas de curcuma, mais de curcumine, donc de curcumine, bien sûr extrait de curcuma, et donc le curcuma qu'on utilise en cuisine. Donc enfin, j'ai introduit le sujet de cette façon parce que très souvent on confond curcuma et Mhm. curcumine, donc le principe actif. Donc on a donc différents curcuminoïdes. Les curcuminoïdes sont la totalité des principes actifs qu'on trouve dans le curcuma. Et ici, il faut bien comprendre qu'on parle de la racine de curcuma. C'est la racine de curcuma qui contient les principes actifs, ou en tout cas la plus grosse concentration de principes actifs qui est connue et qu'on trouve dans la littérature scientifique comme ayant des effets soit préventifs ou des effets curatifs. Et donc ces curcuminoïdes, on en a enfin, des dizaines de curcuminoïdes, en tout cas des curcuminoïdes qui sont identifiés actuellement, on a des dizaines. Et on a entre autres donc la curcumine qui est la plus connue, et puis tout le reste, ce sont des dérivés en fait de curcumine, comme le déméthoxy par exemple, le déméthoxycurcumine par exemple, ou le bis-déméthoxycurcumine aussi, etc. Donc on a tout un tas de curcuminoïdes qui sont dérivés de cette molécule mère qui est la curcumine. Et puis donc ça, ce sont des, on va dire comme la curcumine, donc des polyphénols. Et puis, on a également des huiles essentielles dans le curcuma. Des huiles essentielles comme par exemple la turmérone, qui est l'huile essentielle la plus connue, et d'ailleurs qui est l'huile essentielle qui fonctionne en synergie avec la curcumine, surtout au Mhm. niveau de l'intestin. Donc, c'est une composition, en gros, qui se compose à la fois d'alcaloïdes et de polyphénols, et aussi de substances volatiles comme des huiles essentielles. Je pense que les huiles essentielles, on en aura l'occasion d'en parler Mhm. un peu plus tard dans l'intervention, et par rapport à leur effet intéressant au niveau de l'intestin. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des effets métaboliques? Les effets métaboliques sont classiques, comme Mhm. les effets métaboliques qu'on pourrait avoir dans n'importe quel polyphénol, puisque ici, tout ce qu'on va avoir maintenant, ce sont des effets qu'on attribue à la curcumine, qui est le Mhm. principe actif donc le plus connu, et d'ailleurs duquel se dérivent tous les autres curcuminoïdes. Donc, les effets métaboliques, c'est des effets métaboliques pléotropes,
comme ceux qu'on trouve dans les polyphénols, donc des effets contre le stress oxydatif, donc les radicaux libres. Aussi, précision ici, également des effets qui protègent l'ADN contre les dommages oxydatifs et nitrosatifs. On a aussi un effet anti-inflammatoire et qui est en réalité l'effet métabolique le plus important de la curcumine, parce que dans les applications et les indications de la curcumine, c'est cet effet-là en fait qui donne donc tous les autres effets ou toutes les autres indications qu'on connaît, et donc l'effet préventif, curatif, etc. dans différentes indications. Et puis on a également des effets sur la résistance à l'insuline, donc amélioration de la sensibilité à l'insuline, et des effets également contre la peroxydation lipidique. Bien sûr, c'est un effet qui est dérivé de l'effet antioxydant de la curcumine globalement. Et bien sûr, on a des effets, des études précliniques et des études in vitro qui montrent aussi des effets anticancérogènes de la curcumine. Donc des effets anticancérogènes, c'est-à-dire que ça va en gros prévenir la cancérisation des cellules et induire l'apoptose. Donc, en gros, la destruction des cellules ou accélérer en tout cas l'apoptose, parce que l'apoptose est un phénomène naturel au niveau des cellules. Donc, la mort cellulaire programmée, donc ça va accélérer ce phénomène-là dans les cellules qui ont subi des dommages trop importants au niveau de l'ADN et qui peuvent évoluer vers des cellules cancéreuses. En plus de ça, on peut avoir aussi un effet neuroprotecteur, notamment sur certains organites du cerveau, comme par exemple organites paracérébraux, comme par exemple l'hippocampe, l'amygdale, l'hypothalamus, etc. Donc, ce sont des effets un petit peu variés, c'est tout à fait normal, c'est dû à l'effet de la curcumine, qui est une substance pléiotrope. Justement, tu nous as lâché quelques mots là-dessus, hein, sur son application en tant qu'anti-inflammatoire. Est-ce qu'il y a d'autres applications? Oui, en fait, les principales applications de la curcumine, c'est plutôt des applications comme anti-inflammatoires. Et bien sûr, l'effet antioxydant, et anti-résistance à l'insuline, etc., vient en support de cet effet principal qui est l'effet anti-inflammatoire. C'est bien connu que la curcumine est un anti-inflammatoire notoire et qui agit en fait de façon plus ou moins équivalente dans différents tissus. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve, par exemple, surtout, donc l'usage le plus connu, c'est son utilisation, comme tu l'as bien cité, au niveau des articulations, contre les douleurs et les inflammations articulaires liées à l'arthrose principalement. Ça améliore aussi, puisque en fait, c'est un anti-inflammatoire antioxydant. Au niveau des cellules, on a besoin de ces deux effets métaboliques afin d'améliorer la qualité des éléments articulaires et périarticulaires, donc notamment le cartilage, la synoviale, la capsule, les ligaments. Donc, ça améliore l'élasticité et ça permet de mieux régénérer ces éléments articulaires et périarticulaires. Également, ça intervient toujours dans le même registre, donc au niveau de l'appareil locomoteur, ça intervient aussi pour calmer les douleurs musculaires, donc les douleurs musculaires après l'effort notamment, donc surtout par exemple les courbatures ou même des blessures dues à l'effort aussi, donc des types contractures par exemple ou déchirures, etc. Donc là, la curcumine est bien connue pour être très efficace, donc que ce soit sur les muscles ou sur les articulations. Et puis également, on peut trouver aussi donc d'autres usages qui sont un peu différents de l'usage sur les muscles et les articulations, comme par exemple son usage pour le cerveau. Donc on avait parlé donc pour la fonction cognitive, on avait parlé de l'effet protecteur de la curcumine au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale, donc ce qui va jouer sur les fonctions cognitives et sur également la mémoire.
Donc tout ce qui est capacité de mémoire, d'apprentissage vont être améliorés par la curcumine, bien que on va dire, plus ou moins d'effets dans ce sens-là qui sont détaillés par des études scientifiques. On a quelques études, mais bon, d'autres études sont en cours. Donc, je parle ici d'études cliniques, bien entendu. On a aussi des applications également sur la peau. Donc, vous voyez, des articulations et des muscles, on passe vers le système nerveux et ensuite on passe à la peau. Donc, c'est des effets qui sont un petit peu standards. Donc, au niveau de la peau, on a par exemple les psoriasis qui pourraient être aussi améliorés par la curcumine et également l'inflammation au niveau des yeux notamment, donc conjonctivite, uvéite, etc. Donc, euh, toutes ces pathologies qu'on peut avoir au niveau des yeux et qui peuvent aussi être améliorées par la curcumine. Bien sûr, on pourrait ici, dans certains cas, associer d'autres molécules aussi qui peuvent être intéressantes pour les yeux, par exemple la lutéine, la zéaxanthine, etc., la vitamine A. Donc, on pourrait les associer, on pourrait très bien les associer à la curcumine pour avoir des effets, on va dire, des effets optimisés. Également, on avait aussi parlé de l'effet qui empêche la peroxydation des lipides. Et donc, cet effet, en fait, son application directe, c'est au niveau du système cardiovasculaire, donc au niveau du risque cardiovasculaire. Donc, la curcumine diminue le risque cardiovasculaire en diminuant la peroxydation des lipides et LDL cholestérol. Et donc, ça diminue aussi la formation de la plaque d'athérome. Également, ça a aussi un effet, donc accessoirement aussi un effet antioxydant. Donc également, on sait très bien que le stress oxydatif au niveau des vaisseaux est un facteur, ou en tout cas l'un des facteurs, l'un des 4 facteurs les plus importants dans la formation de la plaque d'athérome. Donc la curcumine a aussi cet effet très intéressant. Et puis également, donc on pourrait citer également les effets de la curcumine au niveau hépatique, protection du foie contre l'inflammation, le stress oxydatif. Vous savez que le foie, c'est l'organe qui génère le plus de radicaux libres naturellement. Et c'est dû à une classe d'enzymes qu'on retrouve donc en grande partie dans le foie, qui sont les cytochromes P450, qui sont des monooxygénases qui interviennent entre autres dans la phase 1 de la détoxification au niveau du foie et qui génèrent des espèces réactives d'oxygène en très grosse quantité. Donc le foie a besoin donc d'une protection antioxydante notamment et aussi anti-inflammatoire. Et donc le curcuma ou la curcumine permet cette protection-là également. Et il permet aussi, donc la curcumine permet aussi d'augmenter aussi la production de bile. Donc ça nous amène ensuite à la digestion, à donc l'application de la curcumine au niveau digestif, notamment donc en stimulant la production de bile. Ça c'est principalement, également en diminuant l'inflammation au niveau de l'intestin et aussi en augmentant la production d'HCl au niveau de l'estomac, afin d'avoir plus de digestion, parce qu'on sait que l'HCl est un cofacteur dans la conversion du pepsinogène en pepsine, qui est la protéase principale au niveau de l'estomac qui permet de dégrader les protéines alimentaires. Et puis, il y a tellement d'autres indications qu'on pourrait prendre 2 heures pour les détailler, mais on va rajouter à cela en plus, on va dire, les problèmes de douleurs menstruelles qui interviennent principalement dans le syndrome prémenstruel. Et donc là, ici, il ne s'agit pas d'un traitement du syndrome prémenstruel, mais plutôt d'un effet, on va dire, qui va traiter symptomatique, qui va traiter juste la douleur et
certains symptômes comme ça qui se rapportent à l'inflammation, mais c'est assez efficace aussi. Donc, on utilise aussi le curcuma dans ce sens-là. Et puis, vous avez compris qu'on a différentes applications de la curcumine. Et donc, ceux-là sont les principales donc, applications, indications sur lesquelles on a de la littérature scientifique et surtout la littérature scientifique faites chez l'humain, donc des études cliniques. Alors, j'ai justement une question d'Alexandra qui nous demande pour la chondromalacie, oui, chondromalacie du genou. Est-ce que Oui, ça peut être la efficace? chondromalacie. Oui. En fait, ça peut être efficace dans le Mhm. sens où ça diminue les douleurs, où ça diminue l'inflammation et que ça améliore la régénération, mais ça ne va pas traiter la problématique. On est bien d'accord, ça ne va pas traiter la problématique. Ça diminue l'inflammation, ça aide beaucoup, ça diminue le stress oxydatif, ça diminue la douleur. Mhm. Okay. Et dans ce sens-là, donc les conséquences de tout ça, c'est une amélioration de la régénération. Mais ça ne veut pas dire que ça va traiter la C'est ça, oui. pathologie en elle-même. C'est plus complexe. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler des différents extraits et des synergies qui paraissent intéressantes? Oui, on a en fait tout un tas d'extraits de curcumine et de curcuminoïdes. Mhm. Et c'est dû en fait au fait qu'on a différentes méthodes. On a plusieurs méthodes et ces méthodes, en fait, elles utilisent ce qu'on appelle des agents technologiques. Alors, des agents technologiques, c'est un petit peu une sorte d'additif. C'est une sorte d'additif comme les additifs alimentaires ou les Mhm. excipients, sauf que ce sont des additifs qui ne sont pas rajoutés à la fin, donc lorsque on a la matière première définitive, donc l'extrait définitif. Donc ça, c'est la définition même de l'additif. C'est que quand on a la matière première définitive ou l'extrait définitif, on rajoute un additif, on pourrait appeler additif alimentaire si vous voulez. Et donc là, on appelle donc ce qu'on a rajouté un additif. Sauf que quand on rajoute cet additif ou ces additifs dans un processus de transformation, donc on rajoute l'additif avant d'avoir l'extrait final, on appelle ça un agent technologique. Et la différence, c'est que les additifs, on les mentionne, on est obligé de les mentionner sur l'étiquette, dans la composition, alors que les agents technologiques, on ne les mentionne pas. Donc, il n'y a pas de législation pour les mentionner. Voilà. Donc, on a différents agents technologiques qu'on peut rajouter pour extraire ou pour procéder à l'extraction des curcuminoïdes à partir d'un extrait de curcumine, de curcuma. Et donc, en fait, ces agents technologiques, on en a différents types. On a trois classes principalement, la classe 1, 2 et 3. La classe 1, c'est la classe la plus toxique, et la classe 3, c'est la classe qui n'est pas du tout toxique, et la classe 2, vous avez compris, c'est une classe qui est plus ou moins toxique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des différents types d'extraits sur le marché, etc. Donc, je ne vais pas citer tous les extraits, mais on a quelques extraits qui sont les plus intéressants parce qu'on va aller droit au but. On a notamment, donc ça c'est la problématique donc, des agents technologiques qui sont utilisés dans l'extraction et qui ne sont pas forcément donc, cités au niveau de la composition. On a également la biodisponibilité qui est très importante. Et puis on a également ce qui est donc de la concentration ou le titrage en curcuminoïdes. Donc, ce sont, on va dire, les trois principaux critères pour pouvoir s'orienter en termes de qualité des extraits qui sont utilisés dans le produit de la curcumine. Donc, bien sûr, il faudrait utiliser, et à ce moment-là, il faudrait, puisqu'on a parlé des agents technologiques, il faudrait utiliser des produits, des extraits qui ont été extraits
par des agents technologiques non toxiques, donc de classe 3. Donc ça, c'est très important. Et dans ce sens-là, c'est pas cité, comme c'est pas cité, il faudrait contacter le laboratoire en question. Donc le laboratoire qui commercialise le produit en question pour se renseigner exactement sur le type d'agent technologique utilisé. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on avait dit la biodisponibilité également. Donc la biodisponibilité est très importante puisque la curcumine est bien connue, ou les curcuminoïdes en général sont bien connus pour avoir une mauvaise biodisponibilité naturellement, c'est-à-dire d'office. Voilà. Et bien sûr, il y a des techniques qui permettent d'améliorer la biodisponibilité. Il y a des technologies, des méthodes qui permettent d'améliorer la biodisponibilité. Et également, dans ce sens-là, on pourrait en parler après s'il nous reste un peu de temps dans ce sens. Et puis, aussi le titrage. Alors là, le titrage, c'est ce qu'il y a de plus facile à avoir parce que normalement, ça devrait être indiqué au niveau de la composition du produit. Et donc, on a deux extraits qui sont les plus connus. Je les cite parce qu'en fait, on les retrouve dans les études scientifiques. C'est-à-dire, on utilise ces extraits pour faire des tests chez l'animal ou in vitro ou chez l'humain. Et donc, ces extraits, on en a deux principaux. Moi, j'ai sélectionné deux, mais il y en a plein d'autres. On a le BCM 95, okay, ou ce qu'on appelle Biocurcumax, BCM 95. Donc, là, c'est, comme son nom l'indique, c'est titré à 95% de curcuminoïdes. Donc 95% de curcuminoïdes. Et c'est un extrait qui a un effet, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment le titrage qui est assez élevé en curcuminoïdes, qui a également une meilleure biodisponibilité, jusqu'à 7 fois plus de biodisponibilité par rapport aux extraits classiques de curcuminoïdes. Okay. Et donc qui utilise ou qui est extrait par, bien entendu, une technologie non toxique. Okay. Donc, on a aussi le curcufène. Le curcufène, c'est aussi un autre extrait de curcuma, de curcuminoïdes, mais qui n'est pas titré, c'est-à-dire le titrage n'est pas haut en curcuminoïdes. Par contre, il contient aussi d'autres éléments, comme par exemple aussi le fenugrec, et donc qui a des applications bien précises sur notamment le cerveau, sur la fonction cognitive, etc. Donc, sur lesquels il y a différentes études aussi. Donc, voilà, on a ces deux exemples, et puis on peut en citer d'autres. Il y en a plusieurs autres aussi types d'extraits. Donc, il faudrait juste, donc pour résumer ici, il faudrait juste être attentif à la technologie utilisée pour les agents technologiques utilisés pour l'extraction, la biodisponibilité et le titrage en curcuminoïdes. Donc, et concernant donc les différentes synergies en fonction, en fait, comme la curcumine a des effets un petit peu divers et variés, des applications diverses. Donc, c'est en fonction de l'application ou de l'indication qu'on va essayer de combiner d'autres éléments, comme par exemple, si je voudrais citer des exemples, par exemple, de tête, donc la digestion. Si on voudrait améliorer la digestion, par exemple, on pourrait rajouter par exemple du gingembre, du fenugrec, des OPC, des oligoprontocyanidines, par exemple, des enzymes digestives aussi, etc. Si c'est par exemple pour les articulations, les douleurs articulaires ou périarticulaires, on pourrait par exemple associer avec deux plantes très intéressantes, notamment l'arpagophytum par exemple, ou la boswellia, ou l'acide boswellique, qui sont deux composants qui également, indépendamment de la curcumine, ont aussi des effets
très intéressant sur les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, le stress oxydatif au niveau articulaire. Donc là, c'est une très bonne synergie de combiner ces trois éléments. Voilà, donc on pourrait avoir différentes synergies en fonction des indications. Alors, tu en parlais justement, hein, on sait que les curcuminoïdes sont reconnus pour avoir une mauvaise absorption et on entend souvent parler, d'ailleurs je vois qu'il y a pas mal de questions là-dessus, on y ajoute souvent de la pépérine pour l'augmenter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a très souvent donc cet élément qui est associé avec la curcumine, donc pépérine, ou on dit aussi poivre Mhm. noir, parce que la pépérine, Ouais. c'est l'un des principes actifs du poivre noir. Et c'est vrai que ça améliore l'absorption de la curcumine et des curcuminoïdes en général. Mhm. Sauf qu'en fait, il faudrait s'intéresser au mécanisme d'amélioration de cette absorption. Pourquoi l'absorption de la curcumine, des curcuminoïdes qui sont en fait euh, donc des composants qui sont bien connus pour avoir une très mauvaise absorption? Pourquoi le fait de rajouter de la pépérine, ça améliore l'absorption? Donc, il faudrait bien comprendre que ça n'empêche pas, quand on a une mauvaise absorption de curcumine, ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir aussi un effet similaire de la curcumine, peut-être pas similaire, c'est-à-dire exactement en termes d'efficacité, mais on peut avoir aussi des effets parce qu'on a aussi des régulations à travers le microbiote. Et c'est d'ailleurs le cas pour différents alcaloïdes et polyphénols aussi, qui ont une mauvaise absorption, comme par exemple la berbérine aussi, qui s'inscrit aussi dans le même registre, ou des composants qui ont une mauvaise absorption. Donc, il y a une petite partie qui passe au niveau du sang et qui exerce directement ses effets métaboliques. Et puis, il y a aussi une majeure partie qui reste au niveau de l'intestin, qui est métabolisée par le microbiote et donc qui va faire évoluer la configuration du microbiote d'une certaine façon, de telle sorte à ce que ce microbiote-là, qui a été configuré différemment, va produire des molécules de signalisation qui vont Mhm. donner les effets escomptés aussi. Bien sûr, c'est plus efficace d'avoir de la curcumine qui s'absorbe plus en plus grande quantité, mais on aura toujours ces deux composantes-là, donc la composante par le microbiote Mhm. indirect et la composante directe par l'absorption et le passage au niveau du sang. Maintenant, la curcumine, comme la plupart des polyphénols, est métabolisée par le microbiote pour qu'elle soit mieux absorbée. Okay, mais Mhm. malgré cela, on a une mauvaise absorption qui est bien reconnue. Maintenant, le fait d'associer de la pépérine ou du poivre noir, donc extrait de poivre noir, avec la curcumine, ça améliore l'absorption de la curcumine, sauf que ça produit aussi des dégâts au niveau de l'intestin. Ça augmente en fait la perméabilité intestinale. Et donc, quand on dit que ça augmente la perméabilité intestinale, ça passe toujours, donc le mécanisme est bien connu, ça passe par la destruction des protéines qui ferment les jonctions serrées. Donc, les jonctions serrées sont des mécanismes, des espèces de mécanismes de complexes protéiques, faits de complexes protéiques, qui ferment en fait les espaces qui se trouvent entre les cellules intestinales. Donc, les cellules intestinales, c'est les entérocytes. Okay, Mhm. les cellules intestinales entérocytes, c'est-à-dire les cellules de l'intestin, de la paroi qui tapissent la paroi intestinale, ce sont des cellules qui sont des cellules endothéliales, okay, ou des cellules de l'épithélium intestinal. Donc, entre chaque cellule et l'autre, on a des espaces qu'on appelle des jonctions serrées. Ces espaces sont fermés par des complexes protéiques qui s'ouvrent et qui se referme naturellement par une molécule qui est la clé, en fait, qu'on appelle la zonuline. Okay, et donc, certaines molécules, certains médicaments, certaines molécules, composants qu'on trouve dans l'alimentation peuvent aussi induire donc la zonuline ou la synthèse de la zonuline pour que cette zonuline ouvre les jonctions serrées, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Par contre, pour la pépérine, eh bien, ça produit une destruction des protéines, des complexes protéiques qui ferment la jonction serrée. Et donc, ça produit une plus grosse ouverture
des jonctions serrées plus fréquentes et plus importantes. Et plus on prend de la pépérine, plus on a cette perméabilité qui augmente. Et donc, quand on dit augmentation de la perméabilité sur le moyen et long terme, ça donne ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou sur le long terme, le syndrome de l'intestin perméable. Donc, ça détruit la barrière intestinale et c'est pour cela que la curcumine passe mieux et les curcuminoïdes passent mieux au niveau de l'intestin. Donc, ça n'est pas une bonne idée d'associer de la pépérine avec de la curcumine. Maintenant, il y a une autre solution qui est plus intéressante, c'est ce que j'avais expliqué au tout début de cette intervention, c'est-à-dire d'associer les huiles essentielles du curcuma. La turmérone, par exemple, est l'une des huiles essentielles qui est la plus connue du curcuma. La turmérone est connue pour être un cofacteur de la curcumine et d'autres dérivés de la curcumine, d'autres curcuminoïdes, et qui permet donc cofacteur dans l'absorption. Donc, ils améliorent, donc ces huiles essentielles du curcuma améliorent l'absorption des curcuminoïdes. Et c'est ce qu'on trouve notamment dans le BCM 95, le fameux extrait que j'avais cité, donc le BCM 95 contient notamment, donc ça contient un titrage élevé de curcuminoïdes, ça contient également des huiles essentielles qui permettent d'améliorer l'absorption de ces curcuminoïdes. OK, donc ça, c'est selon moi, la meilleure solution pour améliorer la biodisponibilité des curcuminoïdes. Est-ce que, en termes de précaution ou d'interaction, il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Oui, tout à fait, parce que la curcumine interagit avec plusieurs cytochromes. Cytochromes P450 sont connus, donc pas tous les cytochromes P450 bien sûr, mais une bonne partie de ces cytochromes P450 sont connus pour leur effet au niveau de la phase 1 de la détoxification. Donc, ils permettent de détoxifier des xénobiotiques, notamment des médicaments. Donc. Dans ce sens-là, donc la curcumine a des effets sur ces cytochromes P450, notamment des effets d'inhibition ou des effets d'induction. Donc, des effets d'inhibition, on peut citer à titre d'exemple le CYP2C9, par exemple, le CYP2C19, par exemple, le CYP2D6, etc. Donc, ce sont tous des cytochromes qui sont spécialisés dans la détoxification en phase 1 de différentes molécules. Et puis, on a l'induction aussi du CYP3A4, le CYP3A4 qui est bien connu au niveau de la phase 1 et qui est le cytochrome qui va détoxifier le plus gros des xénobiotiques qui arrivent au niveau de la phase 1 de la détoxification. Donc là, on a une induction de la curcumine du CYP3A4. Et puis, donc, dans ce sens-là, pour aller un petit peu dans la pratique, il faudrait faire attention à certains médicaments. Bien sûr, ici, il y a une liste longue comme le bras sur les éventuelles interactions entre curcumine et différents médicaments. Bien sûr, toutes les interactions ne sont pas des interactions très importantes. Par importante, je veux dire ici à prendre au sérieux. Donc, on a quelques interactions qui sont extrêmement importantes et il y en a d'autres qui sont un peu moins importantes. Il y en a d'autres qui sont potentiellement, enfin, des interactions potentielles, mais qui ne sont pas tout à fait prouvées. Mais il faudrait faire attention, en tout cas quand même, il faudrait, quand on prend un traitement médicamenteux, il faudrait informer son médecin d'une éventuelle supplémentation en curcumine, son médecin ou son thérapeute. Donc, on a par exemple l'aspirine, les IPP, l'insuline, la metformine, donc tous ces médicaments qui pourraient
avec lesquels la curcumine pourrait avoir des interactions, soit en diminuant leur efficacité, soit en augmentant leur efficacité. Parce que si on parle par exemple d'induction de CYP3 à 4, par exemple, c'est-à-dire qu'on va induire ce cytochrome et plus on l'induit, plus il va éliminer, enfin détoxifier plus vite les molécules qui passent par ce cytochrome. Et donc, on comprend que si ces molécules qui passent par ce cytochrome CYP3 à 4 sont détoxifiées plus vite, c'est-à-dire que on va éliminer ou détoxifier plus vite le médicament en question, et ce qui fait qu'on diminue sa demi-vie. Et donc, en gros, potentiellement, on pourrait diminuer son effet thérapeutique. Et donc, le contraire aussi, l'inhibition de certains cytochromes également, ça pourrait également augmenter l'efficacité. Bon, certains diront que ça augmenterait l'efficacité du médicament, d'autres diront que ça pourrait produire un effet de surdosage, etc. Voilà. Donc, il faudrait faire attention à ça. Et puis, en même temps, on a des dosages conventionnels qu'on utilise. En général, c'est 500 mg par jour à peu près de curcumine qu'on prend dans des cas, par exemple, des cas d'inflammation classique, enfin, différentes indications que j'ai citées. On est autour de 500 mg. On pourrait aller plus haut. On pourrait même augmenter plus d'un gramme ou enfin un gramme ou plus dans les cas, par exemple, de douleurs aiguës, de douleurs articulaires aiguës. Ok, mais ça, on le fait, donc quand on a un dosage assez élevé, on le fait uniquement durant la phase aiguë pour diminuer l'inflammation et les douleurs aiguës, mais ensuite, on ne fait pas pendant plusieurs semaines sur des dosages qui sont assez élevés. Donc, on pourrait donner un gramme ou plus. Je ne vais pas donner des dosages exacts parce qu'on n'est pas ici à donner des dosages en vidéo, mais en tout cas, on est autour de 500 mg, mais on peut aller plus, voire plus haut dans des cas d'inflammation ou de douleur aiguë. Une dose pour donner un apport maximal tolérable, bien que ce n'est pas l'apport maximal tolérable. Quand on dit apport maximal tolérable, c'est ce qui est recommandé par les agences sanitaires. Ici, on parle d'un dosage qui pourrait être, sur base de certaines études, qui pourrait être potentiellement toxique. Donc, ce dosage, il se situe autour de 6 grammes. Donc, il ne faut jamais arriver à 6 grammes, il ne faut jamais se rapprocher des 6 grammes. Mais en tout cas, il n'y a aucune indication. Je ne parle pas ici du curcuma, mais de la curcumine, extrait en complément alimentaire de curcumine. Donc, il n'y a aucune indication qui permet d'arriver jusque-là. Donc, en général, il faudrait se contenter des 500 mg, voire selon la prescription du médecin ou du thérapeute. Alors, merci. Quelques questions, pas mal de questions même. Je suis occupé de faire le tour. Donc, Ouria qui nous demande des cures de combien de mois? Utilisation en cure de combien de mois? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Ah oui. C'est en fonction des indications. Est-ce que la curcumine peut être utilisée en cas de cancer? En tant que traitement du cancer, non. Non, c'est pas un traitement. Et je dirais même, parce que là, il y a deux volets à cette question. Donc, en cas La de cancer, question, je reprécise quand même, la question oui. est, est-ce qu'il peut être utilisé sans risque en cas de cancer? Oui, donc là, on est sur éventuellement, donc selon la question, je précise, éventuellement sur un usage potentiellement curatif. Donc. Et dans ce cas-là, on a deux volets. Donc, soit la personne, elle veut dire on utilise dans le cas d'un cancer pour traiter le cancer, et donc là, la réponse est d'emblée non. On ne traite pas du cancer avec de la curcumine. Et puis, un autre volet, et je pense que c'est celui-là qui est
voulu par la personne en question, c'est l'éventuelle combinaison de la curcumine avec le traitement classique du cancer, donc chimiothérapie notamment. Et donc la réponse également est, si on veut parler généralement, la réponse est non. Donc on ne combine pas la curcumine avec le traitement classique du cancer. Maintenant, quand on a dit cela, c'est clair que quand on dit traitement classique du cancer ou chimiothérapie, en fait, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'il y a différents protocoles, il y a différentes molécules qui sont utilisées, différentes combinaisons, différents médicaments de chimio, etc. Donc, c'est assez vaste comme question. Il faudrait, dans ce cas-là, comme j'avais déjà expliqué, voir quels sont les médicaments qui sont utilisés dans le traitement du cancer, quels sont les cytochromes qui vont détoxifier en phase 1 ces médicaments, et est-ce qu'il y aurait une interaction entre la curcumine et ces cytochromes-là, que ce soit en induction ou en inhibition. Et lorsque la réponse est non, qu'il n'y aurait aucune interaction entre la curcumine et les cytochromes impliqués dans la détoxification des médicaments de chimiothérapie pour le traitement du cancer, à ce moment-là, je dirais, sous l'avis du médecin traitant, on pourrait, oui, éventuellement prescrire de la curcumine. Voilà. Mais dans l'absolu, comme ça, en général, je dirais non, on ne combine pas. Ok, merci. Question suivante, Christiane, qui nous demande si est-ce que l'action de blocage de la curcumine sur les pompes glycoprotéines P peut avoir des effets délétères sur l'intestin? Lorsque les dosages sont élevés, oui. D'ailleurs, c'est parmi les effets, secondaires, pas les effets secondaires, mais en tout cas les effets de toxicité de la curcumine quand on dépasse des dosages, quand on passe à des dosages élevés de plusieurs grammes sur une longue période, oui. On peut avoir cet effet, donc un effet cancérogène, par exemple. Dans ce sens-là, oui. Mais sinon, la curcumine a des dosages normaux dans les normes, il n'y a aucun problème. Ok, je vais entamer les dernières questions parce qu'on ne saura pas répondre à tout pour respecter le timing. Pardon. Dia qui nous demande est-ce que la curcumine fait maigrir? Tiens. Non, pas directement, non, non. C'est un élément, c'est un composant important d'une stratégie d'intervention en perte de poids. Mais à elle seule, non, vous serez très déçu. Nestlé, Dani, qui nous demande y a-t-il de l'effet sur l'hypothyroïdie? L'effet sur l'hypothyroïdie, ça pourrait être un effet indirect. Il y a, si je me souviens bien, il y a quelques mois que j'avais regardé d'ailleurs sur cette même question. Il y a 3 à 4 études. Il y avait 3 à 4 études à l'époque, pas des études cliniques, mais toujours des études in vivo ou in vitro qui mentionnaient un éventuel effet intéressant de la curcumine sur la thyroïde. Dans ce sens-là, on pourrait dire oui, mais il y a beaucoup mieux pour la thyroïde. Il y a beaucoup mieux pour la thyroïde. Mais il est vrai qu'on pourrait combiner la curcumine avec d'autres remèdes de la thyroïde, comme par exemple l'ashwagandha, on en avait déjà parlé dernièrement. Alors, dernière question pour ce soir. Curcumine et Alzheimer, quel effet? Oui, oui, tout à fait. Il y a des études qui montrent qu'on peut diminuer le risque d'atteinte d'Alzheimer. Je parle ici d'un effet préventif par la curcumine, pas que l'Alzheimer, d'ailleurs, des démences en général. Et dans ce sens-là, le BCM 95 ou le curcufène sont très intéressants
très intéressant pour tout ce qui concerne la mémoire, l'hippocampe, l'amygdale, les fonctions cognitives, l'Alzheimer, les démences, etc. Mhm. Vraiment dernière, je ne sais même plus si je te l'ai posée. Je suis en train de lire les questions. Est-ce que ça peut être utilisé pour la sclérose en plaques? Ça pourrait être utilisé comme anti-inflammatoire, oui. Bon, apparemment, je ne te l'avais pas posé, donc ça va. Non, ça pourrait être utilisé comme anti-inflammatoire, mais curcumine seule pour la sclérose en plaques, non. Encore une fois, ici, il faudrait bien comprendre le fait que, en général, on a très peu Mhm. de composants qui vont résoudre un problème aussi complexe. C'est toujours une combinaison. On peut combiner, par exemple, pour la sclérose en plaques, on peut combiner avec la phosphatidylcholine, avec la vitamine D, euh, avec éventuellement des phytocéramides, etc. Donc, ça pourrait être intéressant, oui, mais pas seul. Ok, merci pour toutes ces précisions. Alors, je suis désolé, on n'a pas su répondre à toutes les questions. Il y en a encore pas mal. Je ne m'attendais pas à en avoir autant. Sinon, je t'aurais demandé de faire plus court et de répondre exclusivement aux questions. Écoutez, je vous souhaite tous et toutes une excellente soirée, une excellente semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Amine et merci. Salut, très belle soirée. Au revoir, à la semaine prochaine.